Connaissez-vous le principe du Führerprinzip, le principe du guide du chef? Voici un livre écrit par Maurice Comte qui est passé de l'armée secrète de la résistance à la Waffen-SS. Nous allons aujourd'hui découvrir ensemble ce petit livre et voyager de l'autre côté du miroir dans le monde ténébreux du national-socialisme et de la Charlemagne vécue de l'intérieur. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Alors, ce livre, Une vie sous le signe du Führerprinzip, le principe du chef, pas au sens absolu, même si, bien évidemment, le national-socialisme fut une dictature, mais le principe du chef dans le sens de la hiérarchie des responsabilités et des valeurs. Maurice Comte est né en 1921, il est mort en 2014. En 1941, il devient ingénieur arts et métiers. Et c'est un provincial d'une famille de moyenne classe, classique, qui va s'engager dans l'armée secrète à cause du travail obligatoire, puisque l'Allemagne, les casques à pointe, les Boches, sont des ogres qui mangent les enfants, comme on le sait. Alors, il va dans l'armée secrète, il fait des entraînements militaires, etc., se lie d'amitié avec des responsables, devient lui-même un peu responsable, et se fait bêtement attraper par la milice. Je ne vous rentre pas dans les détails, lisez le livre. Il y a également un documentaire qui s'appelle De l'autre côté, que je vais vous mettre dans le descriptif, où il est interviewé avec d'autres Français ayant combattu dans la Charlemagne. C'est intéressant, je vous invite à le lire pour faire votre propre point de vue, votre propre jugement. Donc, il se fait arrêter par la milice et de fil en aiguille, c'est 44, 45, c'est la débâcle, etc. Les Alliés ont débarqué en province. Lui, il était vers la région de Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Il remonte vers l'Allemagne et les miliciens, avec qui il s'est lié d'amitié par ailleurs, puisqu'il y a des hommes d'honneur dans les deux camps. Et il y a aussi des médiocres dans les deux camps. Et lui, c'est un homme d'honneur, et il s'est lié d'amitié avec d'autres hommes d'honneur, et il se dit, tiens, pourquoi pas, je vais aller en Allemagne, comme ça je verrai de mes propres yeux, de l'autre côté, donc du miroir, je verrai exactement de ce qu'il en est de ces casques à pointe. Et ça va le mener jusqu'à la Waffen-SS, la Charlemagne, dans laquelle il s'engage. Il fera l'école des officiers et combattra peut-être 2-3 semaines avant de se faire attraper par les Polonais, livré aux Russes, les camps de captivité en Russie. Je ne dis pas de concentration parce qu'il a été relativement bien traité quand même. Retour en France, prison, Amnesty, et ensuite il a eu une vie d'ingénieur, hein, arts et métiers, spécialisé dans les ponts suspendus, les téléphériques dans les Alpes, etc. Et en Amérique du Sud. Bon, je m'arrête sur ce point-là. Ensuite, là, je vais tout de suite faire une petite mise au point. La Shoah a existé, je ne suis pas un révisionniste, je ne glorifie pas Hitler, bien au contraire, si vous me connaissez, que vous avez vu mes vidéos. Par contre, je m'intéresse au national-socialisme et à la mystique du national-socialisme
qui est très intéressant. Et le national-socialisme, en tant que système politique, c'est une troisième voie, hein. Et là, nous avons la chance, avec ce petit livre, avec ce petit livre, d'avoir le point de vue d'un ingénieur, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié de l'intérieur et qui s'est rendu compte, en fait, de la propagande anti-allemande qu'il avait reçue en France, hein, ce qui est logique et normal, hein. Et il a découvert un pays évolué, moderne, par rapport à la France, qui était la France en 40, c'est la France de 1870, hein. Elle a très peu évolué, alors qu'en Allemagne, il y a eu une révolution technique, intellectuelle, etc., dans le bon sens et comme le mauvais sens, hein. Il y a eu les deux, hein, bien sûr. Alors, pour la Shoah a existé, notamment à l'Est, la Shoah par balle, la Shoah par gaz aussi, et qui a été progressive, parce que je vous rappelle vite fait, avant d'aborder le sujet, que les nazis ont fait un accord avec les sionistes pour la migration en Palestine des juifs ashkénazes, c'est-à-dire des juifs allemands. Il y a eu à peu près 70 000 juifs allemands qui ont été, grâce aux accords de la Harava, immigrés en Allemagne avec des machines-outils. Une banque anglaise juive a financé tout cela, etc. Il y a eu des accords qui ont fonctionné. Donc, si dès 1940, il y avait des camps d'extermination, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, ça a été l'extermination, notamment surtout des partisans, des communistes. Et comme il y avait beaucoup de chefs politiques juifs de l'Est, hein, polonais, russes, etc., eux ont été immédiatement exterminés. C'est les Einsatzgruppen, ce sont les commandos d'extermination. Et ensuite, même si, étrangement, la Croix-Rouge qui a visité Auschwitz en 1944, je mets le document, dit qu'elle n'a pas vu de chambre à gaz ou d'extermination. Nous avons le rapport Piketty, c'est-à-dire de la résistance polonaise. Nous savons qu'il y a eu une extermination. Nous savons par Himmler lui-même, qui a été enregistré, qu'il a mis en place la solution finale d'extermination, parce qu'ils étaient débordés tout simplement par des milliers et des milliers de prisonniers. Voilà. Donc la Shoah a existé. Le système nazi a eu l'intention, vers la fin, d'exterminer les juifs, plus ou moins de se débarrasser des non-productifs et des juifs de l'Est. Je fais une distinction entre les juifs allemands et les juifs de l'Est, qui a été le cas puisqu'il y a eu les accords de la Harava qui ont duré quasiment pendant toute la guerre. Même s'ils ont été ensuite arrêtés, je vous rappelle que le Bétard a défilé à Berlin en 1936 en chemise brune, hein. Voilà, donc je rentre dans la partie historique. Alors, dans ce petit livre, nous avons le point de vue de ce Maurice Comte qui analyse les choses tel l'ingénieur qu'il fut. Et c'est très intéressant parce qu'il a un raisonnement froid d'ingénieur, il met les bons côtés, les mauvais côtés, etc. Et il découvre qu'en fait, que le régime national-socialiste, pas Hitler, hein, d'accord, distinguer l'hitlérisme, entre guillemets, c'est-à-dire le côté un peu fanatisme du chef absolu, etc., et le principe du national-socialisme qui était, jusqu'à la nuit des longs couteaux, ou la révolution dite de Rhône, un mouvement assez de gauche, hein, il faut le dire. Alors, je vais tout de suite distinguer effectivement le socialisme de droite, donc le national-socialisme, et le socialisme de gauche, donc le bolchevisme, et qui deviendra ensuite le communisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très important à comprendre. Si vous voulez, c'est l'utopie versus le réalisme. Alors, dans ce sens-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le national-socialisme initial, le national-socialisme politique, on va dire, et pas celui de la propagande hitlérienne, c'est un système qui valorise la classe moyenne, d'accord? Qui valorise la classe moyenne, c'est-à-dire en réalité ceux qui sont les plus productifs dans une société. À la différence du socialisme de gauche, donc communisme, qui lui est la dictature du prolétariat, donc la classe, on va dire, dite, entre guillemets, la plus basse de la société. Ce qui est en soi totalement délirant, puisque si vous voulez
dans une nation, la classe productive, la classe qu'il faut défendre, la classe qui fait la vie de la société, ce sont la classe dite moyenne, les petits entrepreneurs, les petits responsables, etc., les cadres, les petits cadres, etc. Mais aussi, je mets dans cette partie l'ouvrier spécialisé, qui est très important en Allemagne à cette époque-là, et l'est toujours aujourd'hui, hein, l'ouvrier spécialisé, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la différence. Et ensuite, il y a une autre grande différence qui est la propriété privée. Dans le national-socialisme, donc le socialisme de droite, la propriété privée existe, même si, d'ailleurs, on peut en discuter sur certains niveaux, notamment le foncier, le terrain, qui devrait, à mon sens, plutôt appartenir au collectif et être distribué. Mais bon, ça c'est un autre débat. Tandis que dans le communisme, donc le socialisme de gauche, pur et dur, plus rien n'appartient à personne. Donc c'est les kolkhozes, c'est le collectivisme, et ça n'a pas fonctionné, bien évidemment, puisque l'individu veut travailler avant tout pour lui-même, même si il peut transcender cela pour aller jusqu'au sens de la nation, c'est-à-dire le cercle le plus large autour de lui. Donc ça, c'est important à comprendre. Ensuite, Maurice Comte parle d'une vie sous le principe du Führerprinzip. Alors, le Führerprinzip, c'est le principe du chef ou de la hiérarchie des valeurs, à mon sens. Il le décrit bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le fanatisme à Adolf Hitler, pas du tout, puisqu'il donne beaucoup de contre-exemples, parce qu'on a l'image, si vous voulez, du fanatisme, et notamment dans la Waffen-SS. Alors, il y en avait, bien sûr, mais c'était surtout, avant tout, une lutte à mort civilisationnelle, quelque part. Hein. Et lui donne des contre-exemples où, justement, la désobéissance était pratiquée si elle était dans le principe du Führerprinzip, c'est-à-dire dans le principe de responsabilité. Alors, ce principe-là, c'est quoi? C'est le principe de responsabilité, ce qui manque grandement aujourd'hui dans notre monde, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une hiérarchie. Alors, dans Espace Épais, moi, j'ai défini deux types de sociétés, qui est la société un peu pyramidale hiérarchique des valeurs, qui, quand elle fonctionne mal, est une société de corruption, mais si elle se fonctionne correctement, c'est-à-dire qu'on garde des chefs ayant une éthique et de la responsabilité, ça peut tout à fait fonctionner, et ça a fonctionné d'ailleurs en Allemagne à cette époque-là. Et ensuite, vous avez la société libérale avec un contrôle transversal. Bon, ça, Espace Épais, je vous invite à lire. Alors, dans le principe du national-socialisme tel que Maurice Comte a vécu et a connu, c'est le principe du chef responsable qui est responsable de ses hommes ou de ce qu'il a sous lui, et on est le garant. Alors bien sûr, cela fonctionne si vous avez des hommes de valeur. Bien évidemment, c'est là tout le risque de ce type de société qui est assez hiérarchisée et qui dépend vraiment de l'homme, de la valeur de l'homme. Donc le principe du leader implique l'autorité de chaque leader vers le bas et la responsabilité vers le haut. Ce principe-là est intéressant. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur le national-socialisme. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont fonctionné, dont on va parler, mais celle-là fonctionne. C'est quand De Gaulle a créé la Ve République, c'est quand même un président qui est en plein pouvoir. Et ça, c'est le problème aujourd'hui d'ailleurs avec un Macron. Hein, vous voyez, quand De Gaulle était au pouvoir, c'était un homme de principe et de valeur et de responsabilité. Aujourd'hui, nous avons un homme qui est l'inverse, qui est irresponsable, sans principe et sans aucune valeur. Voilà, donc ça, c'est un problème politique avec un système assez hiérarchisé et assez totalitaire. Alors, ce principe en Allemagne a été appliqué aux associations, à l'armée, à l'administration, un peu partout, et on responsabilise le chef. Être le chef, ce n'est pas une glorification, c'est une responsabilité lourde. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est en fait le chef doit être responsable et responsable pleinement, c'est-à-dire c'est lui qui paye
en cas d'échec. Je rappelle aussi que dans les sociétés occidentales, nous avons un droit à l'erreur. Donc, c'était aussi le cas dans la société allemande, bien évidemment, de cette époque-là. Donc, oui, on a un droit à l'erreur. C'est une des grandes différences de la société, encore une fois, lire Espace et Paix, de la société occidentale, européenne notamment, mais nord-américaine, qui permet cette explosion de progrès, de techniques, de développement. Le droit à l'erreur est fondamental et il existait aussi dans la société allemande, même si elle était sous le signe du Führerprinzip. Alors maintenant que vous avez compris que ce n'est pas du tout, une fois de plus, d'après Maurice Comte, et je dois dire que je suis un spécialiste un peu de cette période du national-socialisme, de la mystique nazie, et je le confirme bien évidemment, mais là c'est intéressant d'avoir une vue de l'intérieur de quelqu'un qui a vécu cela et qui n'était pas juste un aventurier, comme il en a eu, ou un fanatique antisémite, raciste. Lui, pas du tout. C'est quelqu'un d'assez posé. Bon, il est de son jus et de son époque, mais c'est un ingénieur, donc vous voyez, il prend du recul, etc. Voilà, donc ça c'est une chance d'avoir cette archive, et c'est sa famille qui l'a poussé à écrire ce livre à l'aube de sa mort, hein, pour mettre noir sur blanc ses souvenirs, etc. Alors maintenant je rentre dans la partie philosophique. Donc vous avez compris que ce principe du chef, c'est-à-dire ce principe d'une société tout de même autoritaire, mais fondée sur des valeurs d'un homme responsable. Cela va de pair avec un autre concept très profond qui est le Weltanschauung. Alors, je le prononce sans doute mal, hein, Weltanschauung, c'est quelque chose d'assez compliqué à traduire en français. Moi, je dirais que c'est un principe d'anthropologie philosophique. Alors, je me base un petit peu sur le wiki qui est pas mal fait sur ce mot. Je vais vous dire quelques résumés. Le mot allemand, donc Weltanschauung, n'est guère traduisible en une autre langue. Il désigne non seulement une conception du monde, mais aussi de la manière dont on conçoit le monde, c'est-à-dire dont on se conçoit soi. Il y a certes quelque chose de semblable dans le mot philosophie, plus restreint intellectuellement, tandis que le mot Weltanschauung englobe les genres d'attitudes, y compris l'attitude philosophique. Donc moi, je dirais que c'est plutôt un principe philosophique et de vie, et qui est totalement lié au Führerprinzip. C'est-à-dire, en fait, vous devez vivre dans une éthique de responsabilité. Donc on peut donc dire que le Weltanschauung est une attitude exprimée sous la forme de concept et d'attitude. Et c'est quelque chose qui va définir un espace et le collectif qui y vit sous un principe assez autoritaire, donc le Führerprinzip, mais dans une éthique individuelle. Et ça, c'est aujourd'hui, ça paraît dingue, parce qu'on est à l'opposé de cela. Aujourd'hui, la société de surveillance, la complexification de la société a créé une société de surveillance d'irresponsables. Bon, ça, on en parlera plus dans la partie politique et conclusion. Alors, avoir une Weltanschauung, c'est se former une image du monde et de soi-même, savoir ce qu'est le monde et savoir ce que l'on est. Et ce qu'on est aussi dans ce monde, de notre position, de notre hiérarchie dans ce monde. Parce que une des grandes différences, nous l'avons un peu abordé tout à l'heure, entre le socialisme de droite et le socialisme de gauche, c'est la position individuelle dans le monde et dans une hiérarchie de valeurs et de principes, le principe du chef, c'est-à-dire une hiérarchie de mérite et de valeurs qui ne sont pas... ça peut changer, on peut évoluer, le monde n'est pas figé, bien évidemment, mais il y a un aspect à prendre en compte, c'est celui de vos limites individuelles. Il est faux de faire croire que nous sommes tous égaux, par exemple. Et là, je dois dire qu'en fait, en étudiant ce principe et ce petit livre, là, je me suis dit, mais il y a quand même une analogie à faire avec les Juifs, parce que définir ce que c'est qu'être juif, c'est compliqué. Moi, je suis Ron Shoya, ce rave français qui vit en Israël,
et qui un jour, dans une de ses vidéos que j'aime bien écouter, parce que il y en a qui sont quand même assez intéressantes, d'autres un peu plus drôles, et il fait une vidéo sur qu'est-ce que c'est que d'être juif. Alors, bien évidemment, c'est totalement compliqué à répondre. Bon, lui, il va aller dans un délire un peu religieux, donc pour lui, il y a une âme juive qui est sans doute plus proche de Dieu que les autres. Et ça, c'est son point de vue. Mais ensuite, moi, je dirais que les Juifs, ils ont une sorte de Weltanschauung modifiée, adaptée à eux. N'oubliez pas que les intellectuels juifs sont des Ashkénazes, hein, pour simplifier. Hein. Alors, il y a quelques exceptions comme Zemmour, qui n'est même pas racialement israélien ou sémite, hein, parce que c'est un berbère, mais enfin, il est de culture juive. Mais la plupart des grands intellectuels juifs sont des Ashkénazes, c'est-à-dire des Allemands, et qui ont intégré, je pense, la pensée allemande. Parce que ça, c'est pas une pensée qui se limite au national-socialisme, hein, ça date d'avant. Hein. Ce principe de Weltanschauung, c'est quelque chose qui date d'il y a 2 siècles, on va dire maintenant. En fait, c'est faire partie d'une communauté ayant des principes qui vont au-delà de l'individu, mais dont l'individu est tout de même subordonné dans un principe hiérarchique fort, et c'est tout à fait la société juive. Hein. Le rabbin, on ne discute pas trop ce qu'il vous dit, c'est lui qui a le principe et la connaissance, c'est le guide, c'est le Führer. Hein. Le Führer des Juifs, c'est le rabbin. Voilà, bon, je ferme cette petite analogie parce qu'elle est intéressante, gardez-la en tête. Et maintenant, on va rentrer un peu dans les détails que nous explique Maurice Comte. Donc, il va nous parler des 7 lois naturelles. Alors, pourquoi il parle de ça? Parce qu'en fait, comme il a été officier SS, alors je rappelle aussi qu'il y a 2 types de SS. Il y a les SS qui ont combattu dans la Waffen-SS liée à la Wehrmacht, c'est-à-dire des soldats qui ont fait le feu, etc. Et ensuite, il y avait les SS, entre guillemets, disent plutôt Totemkampf, les gardiens des camps, les fameux gardiens des camps, ou alors encore les SS exterminateurs, les contre-partisans, les Ernstein-Gruppen, qui ont vraiment sévi durement, et certains d'une manière totalement délirante et anormale, en Russie, Pologne, pays de l'Est, mais aussi dans les Balkans. On oublie souvent les Balkans. Hein. Les Balkans ont subi le martyre hein, des Ernstein-Gruppen anti-partisans en Yougoslavie et en Grèce. Hein. Donc ça a été des combats extrêmement durs. Et là, il y a eu quelques Français hein, qui ont été envoyés là-bas, il faut le reconnaître. Mais la majorité des Français dans la Waffen-SS, qui étaient à la Charlemagne, ont combattu sur le front de Poméranie, sur le front de l'Est, et ont retardé l'avancée des Russes, qui a permis aux Américains d'arriver presque à Berlin. Sinon, qu'est-ce qui serait passé? Peut-être que Staline aurait tout envahi. Je rappelle que Staline allait attaquer. Alors, je fais une petite parenthèse ici pour resituer un peu les choses. Staline allait attaquer l'Europe. Hein. C'était une évidence. Churchill le savait. C'était une question de temps. Hitler a peut-être fait une erreur en l'attaquant en premier. Si jamais il s'était fait attaquer, cela aurait peut-être changé un peu l'aspect des choses. Mais toujours est-il que l'armée, entre guillemets, européenne du national-socialisme, des SS notamment, ont permis de tout de même maintenir un petit peu l'avancée soviétique et de laisser le temps aux Américains d'arriver et ainsi de bloquer et de sauver une partie de l'Europe face au communisme. Donc voilà, ça c'est pas à oublier. Et il y a eu vraiment également, au-delà du fanatisme possible qui a existé des 2 côtés, il y a eu une volonté également de stopper, une guerre un peu civilisationnelle, de stopper l'avancée communiste à cette époque-là. Qui n'est pas à confondre avec, parce qu'il y a, si vous voulez, un double discours, c'est aujourd'hui beaucoup, entre guillemets, se disent des valeurs SS en Ukraine pour combattre donc le bolchevisme 2.0 de Poutine. Mais là, c'est une inversion de valeurs, parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est plutôt Poutine qui serait le national-socialisme face au monde du mensonge, qui n'est plus du communisme, mais du capitalisme de surveillance à outrance, qui serait le monde occidental. Bon, je ferme cette parenthèse. Alors maintenant, Maurice Comte nous explique qu'il y a 7 lois naturelles dans la formation qu'on offrait aux officiers de la Waffen-SS. Et cette loi naturelle, c'est la lutte pour la vie, ça bien évidemment, la survie. Hein. Nous sommes avant tout des animaux, ne l'oubliez pas.
L'adaptation au milieu, alors ça, je fais une petite parenthèse parce que les Allemands étaient darwinistes, moi je ne le suis pas. Moi je suis plutôt du côté un petit peu de l'antifragilité. Mais bon, voilà. Sélection naturelle, donc, hein, adaptation au milieu, sélection naturelle. Troisième. La reproduction, quatrième point, bah oui, c'est forcément, comme tous les animaux, comme tout organisme vivant, nous cherchons la reproduction. L'hérédité, donc ça c'est un peu le sang. L'évolution, parce que nous sommes des êtres en évolution, et ensuite les mutations génétiques. Et chez les nazis, ça prend une tournure raciste, qui est tout à fait exacte. Hein. Même Maurice Comte, hein, on sent qu'il est dans son jus de l'époque. Hein. Mais autre temps, autre mœurs. Et enfin, il rajoute un huitième point qui est l'élévation spirituelle, c'est-à-dire que c'est l'éthique, on va dire. Hein. Alors, je rappelle aussi qu'il y avait des catholiques dans la Waffen-SS, que les Allemands n'ont pas interdit les religions chrétiennes. Bien sûr, Himmler, lui, était quand même un peu spécial et un peu starbé. Lui a développé sa propre religion, mais qui ne s'appliquait qu'à quelques SS particuliers, qui étaient vraiment les très hauts gradés, etc., avec l'Irminsul, etc., toutes ces mythologies un peu nordiques reprises. Là, à ce niveau-là, lisez Doggerland, une petite histoire du racisme, je vous mets l'image ici, pour le comprendre. Donc ça, c'est les 7 lois naturelles plus une qui est le côté spirituel. Bon, pour moi, c'est que du bon sens, hein, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. On peut discuter du côté darwinien. Et ensuite, vous avez les piliers de la nation, qui est, alors là, du coup, qui est la race, le sang. Ça, c'est tout à fait exact. À cette époque-là, c'était le cas. Mais ce n'était pas le cas que pour les Allemands. Les Anglais, c'était pareil. Hein. Je rappelle que les Anglais, ce sont eux qui ont inventé des camps de concentration avant les Allemands. Hein. Les Anglais sont également liés au sang. C'est pour ça que Hitler a arrivé à avoir un pacte avec les Anglais, mais qui n'a pas fonctionné, dont Himmler, et Rudolf, etc. Alors, la communauté, c'est la culture, on va dire. Hein, c'est ce qui fait le peuple. Et ensuite, le troisième pilier, c'est le socialisme, du national-socialisme. Hein, je vous ai un peu fait la distinction tout à l'heure, mais c'est quand même la recherche du bien-être et du progrès pour le peuple. Hein. N'oubliez pas ça, c'est que le national-socialisme, même s'il a été bridé par Hitler et que les frères Strasser ont été chassés du pouvoir et Grégoire Strasser assassiné, il y a eu une révolution tout de même en Allemagne du national-socialisme. L'Allemagne est sortie du chômage, etc., etc. Alors maintenant, justement, je rentre dans la partie politique. Alors maintenant, là, on va parler de choses un peu plus concrètes. C'est les succès du national-socialisme, du système national-socialisme, qui, effectivement, après la Première Guerre mondiale, et suite aux crises successives monétaires américaines jusqu'à la crise de 1928-29, l'Allemagne était dans un état totalement déplorable, avec presque 7 millions de chômeurs, ce qui était énorme pour l'époque. Hein. Alors, le national-socialisme, et ça, c'est pas que Hitler, hein, c'est tout un système, etc., de grands économistes aussi. Donc, ils ont supprimé le chômage. Déjà, ça... Alors, aux États-Unis aussi, hein, ils ont réussi à le faire. Ça, c'est un peu une économie dirigée. C'est pas du libéralisme pur, mais dans certains temps, certains moments, il faut savoir faire une économie un peu dirigée. Donc, suppression du chômage. Ensuite, ils ont créé le Front du travail, la participation des travailleurs à la vie de l'entreprise, syndicat unique, suppression de la lutte des classes, logement à prix bas, congés payés. Alors ça date d'un peu avant de Bismarck. Hein. N'oubliez pas que les congés payés, c'est allemand, pas français. Hein. Bon, ça date d'un peu avant, mais ça a été quand même amélioré. La retraite, protection sociale, etc. Protection des accidents du travail, vieillesse, invalidité. Ensuite, vous avez eu quasiment un ministère du bonheur, de la force de la joie, hein, le Kraft-Durch-Freude. Et ça, c'est tout à fait réel. Donc là, c'était les congés payés. Donc en fait, il y a eu les Allemands partaient en croisière par milliers dans des bateaux le long de la Norvège jusqu'en Grèce. La force de la joie, voyage organisé, croisière, etc. Création des écoles du futur, des cadres de la nation. Et ensuite, il y a eu une autre révolution, ça a été la révolution agricole. La révolution agricole, alors le Blut und Boden de Walter Darré, le sang et le sol. Et ça, c'était extrêmement important à cette époque-là, parce qu'ils ont redistribué les terres à chaque famille paysanne qui leur appartenait, qui était héréditaire. Ensuite, ils se transmettaient.
Mais il y a eu quand même une sorte de redistribution. Et ensuite, techniquement également, il y a eu des énormes avancées. N'oubliez pas que les Allemands, c'est les rois de la chimie. Hein. Monsanto, tout ça, etc. Même si aujourd'hui ça a dérivé vers le mal, c'était Bayer, c'est allemand. Hein. Ils ont quand même créé, ils ont développé l'agriculture. Alors, d'un point de vue écologique, on peut discuter des engrais, etc. Mais par moment, vous en avez besoin, hein, tout simplement. Alors ensuite, bien sûr, le quatrième point, c'est l'éducation de la jeunesse. Alors, vous connaissez les Hitlerjugend, c'était pour les jeunes garçons, mais il y avait aussi l'équivalent pour les jeunes filles, les BMD, Ligue des jeunes filles allemandes. 5, le service du travail obligatoire. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça devrait exister. C'est en fait, quand vous avez un stage obligatoire de 6 mois, toute classe comprise de travail. Tout le monde va devenir éboueur, tout le monde va faire des choses un peu ingrates pour recadrer un petit peu les choses et comprendre ce que c'est que le travail et la valeur du travail. Alors 7, c'était le point économique. Alors bien sûr, c'est l'économie de la classe moyenne, c'est le sauvetage de la classe moyenne, c'est la classe travailleuse, celle qui est totalement écrasée aujourd'hui en Europe et en France. Hein. Pourtant, c'est elle qui fait la nation et le pays. Je rappelle que l'Allemagne a été attaquée, sans doute avec des raisons. Hein, et les Allemands ont commencé depuis depuis les années 20 à lutter contre l'internationalisme bancaire. Alors, c'est pas parce que l'internationalisme bancaire, alors je vais le dire autrement. Je vais commencer par ça. Lisez Marx, hein, voilà, comme ça c'est clair, lisez Marx et Marx sur la question juive. Et vous comprendrez ce dont je vais parler. La plupart des institutions bancaires mondiales sont aux mains, entre guillemets, de juifs. Pas toutes, mais beaucoup. Et donc les Allemands, en voulant se libérer de l'emprise monétaire internationale, de l'étalon or par exemple, de la pression des États-Unis, du dollar et ainsi de suite, on se sont fâchés avec beaucoup de banquiers internationaux juifs. Ils les ont bloqués en Allemagne, etc. Et il y a eu une contre-réaction à cela, qui a été la déclaration de guerre économique, hein, de guerre contre l'Allemagne en 1933 par le Congrès juif mondial. Ça a fait quoi? C'est-à-dire que l'Allemagne n'a été sous boycott, si vous préférez. Et donc, ça va vous rappeler quelque chose, hein, la Russie, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'a dû faire l'Allemagne qui était sous boycott? Par exemple, elle ne pouvait plus avoir de bitume pour faire ses routes. Eh bien, elle a dû innover. Et elle a innové. Elle a construit des autoroutes en béton, en dalles de béton préfabriquées. Elle a créé du pétrole de synthèse. Donc l'Allemagne a innové, tout comme la Russie innove aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas le choix. Et je rappelle aussi que, par exemple, Schaaf, le ministre de l'économie, des finances, a mis fin à l'étalon or en Allemagne. Et ça, c'était une première. Comment oser rejeter l'étalon or qui deviendra ensuite le dollar? Qui oserait aujourd'hui rejeter le dollar complètement? Alors les BRICS essayent, hein, les Chinois et les Russes essayent, mais l'Allemagne à cette époque-là l'a fait. Et c'est comme ça qu'ils ont redressé leur barre économique. C'est comme ça qu'ils ont pu remonter l'économie allemande. Hein, alors dans les points de vue d'innovation, donc comme je vous disais, les autoroutes en dalles de béton, la Volkswagen, la voiture du peuple, l'industrie pétrolière chimique, la séparation de l'étalon or, et ensuite le ministre de la Finance a créé une nouvelle monnaie, hein, une monnaie basée sur les recherches, sur les réserves de recherche intérieure, incluant la main-d'œuvre et le travail. C'était le nouvel étalon. C'est ce qu'on a appelé le capital travail. Et enfin, un point extrêmement important, et ça, je vais faire l'analogie avec De Gaulle, c'était la participation. C'est-à-dire que le peuple allemand, les travailleurs allemands, avaient une participation dans les entreprises. Et ça, la participation, ça a été appliqué en Allemagne nationale-socialiste. Et ça a été repris ensuite, pas totalement, De Gaulle ne s'est pas inspiré de national-socialisme, quoique, on ne sait pas, mais ça a été aussi repris par De Gaulle. C'est un sujet qui est sur la table depuis longtemps, hein, bien sûr, hein, mais il a été appliqué en Allemagne. Alors là, je vais vous citer un article de La Croix, le journal La Croix. Je ne vais pas tout vous lire, mais ça parle de la participation. De Gaulle, la participation, une timide troisième voie. L'Allemagne fut une troisième voie à cette époque-là.
Alors une belle idée, la participation, la première trace de ce concept date du discours d'Oxford de 1941. La lutte des classes, elle est partout, car c'est bien la question sociale, toujours posée, jamais résolue, qui est à l'origine des grandes secousses. Le général constate que les riches ne l'ont pas rejoint à Londres. Mais ça a été appliqué par le national-socialisme. Et ça a été appliqué et ça a fonctionné. Je cite toujours, hein, donc là on parle c'est De Gaulle qui parle. Les possédants sont possédés par leur possession, disait-il, De Gaulle. Il cherchait une troisième voie entre communisme inhumain et une humanité capitaliste. Alors là, je devrais vous citer un des mentors du national-socialisme, Grégoire Strasser. Le national-socialisme, c'est quoi? C'est prendre à la gauche le socialisme sans l'internationalisme et à la droite le nationalisme sans le capitalisme. Je continue à citer cet article de La Croix. La gauche majoritaire à la Libération instaure avec De Gaulle le comité d'entreprise, première pierre de la participation. Pendant la traversée du désert, 46-58, hein, De Gaulle cherche un modèle. Les chefs, les cadres, les ouvriers fixeraient ensemble, entre égaux, les conditions de leur travail, les rémunérations. Énonce-t-il en 1948. On frise l'autogestion. Il a cette jolie formule, donc De Gaulle. Nous, peuple français, nous voulons que les travailleurs deviennent des sociétaires au lieu d'être des salariés. De retour au pouvoir en 1958, pour régler la question algérienne, il délaisse l'intendance, la 13e voie sociale. Et c'est bien dommage. Mais il va la reprendre un peu plus tard. Parfois, quand même, il menace les barons conservateurs. Attention, je vais ressortir mes gaullistes de gauche, les national-socialistes. Et puis rien, ce sont les 30 glorieuses, la France s'enrichit, etc., etc. Mais, tout de même, en 67, il refait une petite tentative, et ça, je pense que ça a déplu au capitalisme américain. Et vous savez qu'en 68, c'est la première révolution de couleur. De Gaulle est démis par un coup, d'ailleurs, qui est plus ou moins de la CIA et du Mossad, puisque De Gaulle avait un peu critiqué Israël à cette époque, et De Gaulle est démis, s'en va, noble, tel qu'il était. Lui, c'était un homme de valeur. Je pense que De Gaulle, en fait, sans le savoir, suivait le Führerprinzip. C'était notre guide, le guide de Gaulle, le guide des Français. Hélas, il est parti, et j'en envoie pas devant moi. Et c'est bien le problème aujourd'hui auquel nous faisons face, c'est que nous n'avons plus de guide, plus d'esprit supérieur, de saint presque à suivre, de messie, comme diraient nos camarades sionistes. Oui, moi, les sionistes, ce sont des camarades nationalistes, hein, tout comme les nationalistes de la palestiniens. Je ne parle pas des Palestiniens, hein, je ne parle pas des religieux aujourd'hui, je parle de Arafat, de l'OLP. C'était un nationaliste au sens politique, même s'il était un peu dans la partie gauche du national-socialisme, mais avec lui, on pouvait discuter. Avec le Hamas, c'est plus compliqué. Alors maintenant, ça ne justifie pas l'extermination que les Juifs sont en train de faire. Hein. Je crois à ce jour 20 000 morts. C'est une extermination, hein. Mais ce ne sera ni la première ni la dernière. Les Juifs ont gagné la guerre, c'est tout. Donc là, il faut évacuer les Palestiniens. Je le redis, quand vous perdez la guerre, il faut l'accepter et faire avec. Et pas insister. Mais enfin bon, c'est un autre débat, autre discussion, je ferme cela. Alors voyez-vous, De Gaulle était... alors oui, alors cet article, c'est Thomas Legrand, je vous invite à le lire, c'est très intéressant. De Gaulle était une troisième voie, tout comme le national-socialisme fut également une troisième voie, sauf que le national-socialisme, ils ont appliqué ces concepts, ils les ont mis en concept, la participation a été appliquée en Allemagne, et ça a fonctionné. Je rentre dans la conclusion. Bien sûr, le monde évolue et change. Aujourd'hui, on ne peut pas appliquer les principes du Führerprinzip, le principe du chef. Nous n'avons plus de De Gaulle sous la main. Si un nouveau De Gaulle arrive un jour, eh bien, on pourra peut-être le faire, car il faut des hommes de valeur. Un guide doit être un homme de valeur. Ce n'était pas Hitler. Hein. Hitler n'avait pas trop de valeur, ni Mussolini. Hein. C'était pas ça. Voilà. Donc, si un guide arrive, pourquoi pas, on pourrait le suivre et réappliquer ce système. Mais ce qu'il faut constater aujourd'hui, et ça, je vous mets le schéma de la complexification des sociétés, c'est qu'en fait, le monde se complexifie. Donc, la société de la
surveillance se développe, et dans tous les pays, c'est normal, car plus nous sommes nombreux, plus il faut un État de surveillance pour, entre guillemets, gérer la situation. Et là, je vais reprendre les deux principes de deux sociétés dont j'ai parlé dans Espace Épais. Vous avez la société, on peut dire, traditionnelle, de la valeur hiérarchique, donc le Führerprinzip, le principe du chef, la société du chef, mais qui doit être un chef responsable. Et c'est bien le problème, parce que dans la plupart des pays où ce régime existe, encore un peu, le Cambodge en fait partie quelque part, ce sont des régimes où le chef n'est pas responsable, en fait. Il n'y a que tout en haut, éventuellement, qui est un peu responsable, mais encore, hein. En fait, il n'y a plus de responsable, et c'est bien ça le problème. Alors, à l'opposé, vous avez la société japonaise, qui est aussi sous ce principe-là, où là, en fait, il y a trop de responsabilités. Alors maintenant, ça a changé, hein, mais il y a encore quelques décennies, c'était le cas. Donc, il faut un équilibre. Et cet équilibre, on l'a trouvé en Occident, soit sous De Gaulle, ou soit dans le national-socialisme, et un peu dans le fascisme, où, en fait, c'est une société assez forte, mais avec le droit à l'erreur, hein. Alors, donc, vous avez cette société hiérarchique qui, hélas, aujourd'hui, ne fonctionne plus très bien, parce qu'il n'y a plus le droit à l'erreur dans la plupart des pays où elle existe, et le principe de responsabilité. Et ensuite, vous avez la société libérale, donc celle dans laquelle on vit en Europe, violence transversale, individu aliéné aux technologies. Dans la société libérale, c'est la société de surveillance, c'est dans laquelle nous sommes. D'ailleurs, ça va de la Chine, hein, jusqu'aux États-Unis. Et là, je ne sais pas très bien comment faire, ou quelle révolution on pourrait avoir pour recréer une société, une troisième voie, dans laquelle des hommes d'honneur pourraient diriger, un responsable, et une escalade de responsabilité. La démocratie ne fonctionne plus, hein, on le voit. Macron a été élu, hein, donc je ne vois pas où est l'intérêt d'avoir une démocratie, si c'est pour avoir, si vous voulez, le monopole de l'argent, hein, et être dirigé par tous ces lobbies. Moi, je suis anti-lobbyiste. Voilà. Si on peut je suis pas raciste, je suis pas antisémite, j'ai de haine contre personne. Par contre, je suis un anti-lobbyiste. Voilà. On peut me taguer de ça. Je suis anti-lobbyiste. Pourquoi? Parce qu'une minorité ne peut pas diriger une majorité sur des sujets extrêmement clivants et précis qui cassent les couilles à tout le monde, quoi. Donc voilà. Alors, moi, j'ai défini le principe d'espace de paix, qui est quelque chose qui allie un petit peu ces principes du Führerprinzip, du sang, du clan, mais également de la culture, etc. Parce que nous, Français, nous ne sommes pas une société allemande, hein. Regardez ma vidéo sur le sujet, sur ces points particuliers. La France est une société assez proche des Russes, dans ce sens-là, qui est assez multiconfessionnelle, multiculturelle et multiraciale. La France aurait dû rester un empire, en réalité, quelque part. Mais pour que cette société fonctionne, en France, en Allemagne, c'est peut-être différent, d'autres pays, ça peut être différent, mais moi, je vais parler de la France. Là, il faut faire un petit peu comme ce que fait la Russie, c'est-à-dire une société forte. Et là, c'est ce que d'ailleurs j'ai défini dans l'espace épais, hein. Le problème, c'est que la France n'est plus autoritaire, et donc il n'y a plus de justice, il n'y a plus de police effective, hein. Ah si, il y a la police milicienne, il y a une milice en France, il y a la milice de Macron. Mais ça, c'est pas la même chose, hein. La police du peuple, elle n'existe plus. Et c'est là où est tout le problème. Nous, Français, nous ne sommes pas une société du sang. Nous sommes une société de l'ordre. Mais le problème, c'est que nous n'avons plus d'ordre aujourd'hui. Et alors là, on peut reprocher beaucoup de choses aux Russes, mais Poutine est, pour moi, aujourd'hui, même si on peut critiquer beaucoup de choses, plus proche de la troisième voie de Gaulle ou du national-socialisme, du bon sens, hein, pas le racisme et l'extermination des juifs ou des tziganes, etc. Je parle sous le principe un peu politique et économique et social. Je pense que la Russie est plus proche de la troisième voie que la France, globalement, hein. C'est pas très compliqué pour le comprendre. Et je conclurai sur le fait, soit on arrive à changer un peu de système politique, mais j'ai peur que non, hein, j'ai peur que ça soit plus trop possible. Donc, formez vos espaces de paix, hein, formez vos espaces entre amis, essayez de gérer les choses d'une manière intelligente.
Et je terminerai sur une vidéo que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert ce personnage, donc dit le Jarl. Le Jarl, c'est scandinave, hein. Ça veut dire le comte, un peu le duc, le chef, le guide, quelque part. Euh, et donc c'est un homme qui a une discothèque à Rennes. Il fait des trucs TikTok, hein, des petites vidéos TikTok intéressantes. Et bon, moi j'ai été portier, hein, j'ai vécu quelques années dans ce monde-là, étant plus jeune. Et donc je retrouve ce qu'il dit. Et déjà à mon époque, c'était quand même peut-être moins compliqué, mais c'était assez violent tout de même. Une discothèque, c'est un espace de paix. Bon, je vous mettrai le lien de la vidéo où il apparaît. Une discothèque, c'est un espace de paix. Si vous bloquez l'entrée et vous refusez tous les fauteurs de troubles, tous les fouteurs de merde, il y aura une bonne soirée. Les gens vont s'amuser dans cet espace de paix. Bien sûr, il y aura quelques altérations, quelques soucis, quelques problèmes liés à l'alcool, parce que voilà, c'est festif. Il y aura des petites bagarres, des choses comme ça, mais ça sera bon enfant. Il n'y aura pas de choses trop violentes. Hein, on calmera un peu tout ça avec 2-3 baffes. On sortira éventuellement 2-3 gars trop excités. Mais si vous laissez rentrer, par contre, de la racaille, n'importe laquelle, hein, parce que là, je fais une parenthèse encore, c'est que là, tout le monde est sous le coup, etc., d'un type qui se prend un coup de couteau, ce qui est tout à fait regrettable et triste, bien sûr. D'abord, c'est pas un couteau, hein, quand on dit pas un couteau de 30 cm, on dit un poignard. Voilà, ça s'appelle un poignard. Le problème, c'est que nous, les blancs wokistes, les blancs occidentaux, les blancs qui n'arrivent plus à se réveiller, euh, nous avons perdu si vous voulez, la rage de vivre. Hein, dans les fameux 7 principes, hein, le premier, hein, je vous le rappelle, c'est la lutte pour la vie. Hein, ben, nous avons perdu cela. Ça, c'est le complexe de la Shoah. Regardez ma vidéo sur le sujet, c'est que l'homme blanc a été castré, hein, pour X raisons et par X moyens. Ben, nous avons perdu ce principe-là. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, ou même dans les années 50, 60, il y avait des coups de couteau. Hein. Je veux dire, les bagarres ont existé, la violence existe, nous sommes violents. Là, nous redécouvrons un peu, si vous voulez, la violence, parce que ces jeunes-là, eux, vivent dans une autre société. Ils n'ont pas subi la castration chimique, intellectuelle, culturelle, morale que nous, les Blancs, avons subi. Voilà, donc de temps en temps, il y a des bagarres au couteau, mais c'est monnaie courante. C'était monnaie courante avant la société du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, mais même jusque dans les années 50 ou 40, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus violent. Bon, je ferme cette petite parenthèse. Donc ça s'appelle un poignard, hein, pas un couteau, pas un long couteau. Bon, toujours est-il que dans une discothèque, eh ben, si vous faites rentrer de la racaille, qu'elle soit blanche, noire, jaune, tout ce que vous voulez, eh ben, la racaille va foutre la merde et l'espace de paix sera compromis et il y aura de la violence. Hein. Si vous en faites rentrer trop, eh ben, ils vont même transformer l'ambiance à l'intérieur, ils vont la changer et là il y aura le fameux grand remplacement de la clientèle habituelle par une nouvelle clientèle. Voilà. Ben, ça c'est ce que dit un peu ce Jarl. Et c'est assez intéressant, il a une vision assez bonne, hein, il est intelligent, il a réfléchi au sujet, il parle d'expérience, il parle de choses qu'il connaît, que moi j'ai connues aussi, et c'est le principe même du bon sens, et c'est le principe du Führerprinzip, c'est-à-dire les 7 piliers que monsieur Maurice Comte a découvert. Et lui, il était de gauche plutôt, hein, d'accord? Quand il est arrivé en Allemagne, c'était plus pour essayer de critiquer, voir ce qu'il y avait, il était curiosité, il a traversé le miroir par curiosité, mais il était très critique, et il a été sur le cul, on peut dire. Il a été transformé. Il a découvert une Allemagne moderne, avec des toilettes, la chasse d'eau, les douches, l'eau chaude. Mais la France, c'était le Moyen-Âge par rapport à l'Allemagne à cette époque-là. Avec la participation, les ouvriers impliqués dans la société. Enfin, je veux dire, c'était un monde nouveau qui l'a subjugué. Alors, bien sûr, la plupart des gens de la Charlemagne, mis à part ceux qui ont été un peu envoyés avec les Herzengruppe pour anti-partisans, n'ont fait que une guerre un peu conventionnelle, très dure sur les fronts de l'Est, mais ils n'ont pas été dans des camps, ils ne le savaient pas. Hein, ils l'ont découvert après, le côté noir du système hitlérien. Mais voilà, lutte pour la vie, adaptation au milieu, sélection naturelle, reproduction, hérédité, évolution, mutation, etc. Il y a un principe naturel qui existe dans ce monde et il ne faut pas l'oublier. Connaissez vos limites, vous en vivrez que mieux et vous serez plus heureux. À bon entendeur, salut.